Merci de me rejoindre. Alors, on a beaucoup entendu parler du Live Like a Local. Luc Mazuel nous a d'ailleurs confirmé tout à l'heure dans son intervention que les touristes recherchaient vraiment de l'authenticité, la rencontre avec les habitants et la mise en avant de produits locaux. Ce sont des choses très importantes. Les voyageurs veulent vraiment réaliser un voyage dans lequel ils ont l'espoir de vivre des traditions et de rencontrer les locaux, en fait. Donc il y a effectivement de nombreuses initiatives qui ont vu le jour. Une des plus connues d'entre elles, c'est Airbnb, mais il y en a d'autres aussi, comme EatWith, c'est une start-up française qui met en relation les touristes et les particuliers offrant leur table. Il y a les Greeters aussi, que vous connaissez. Donc voilà, l'humain, vraiment très important. Les offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine se sont très vite emparés de ce sujet et ont créé une boîte à outils habitants. Donc Fabien Rimbaud, vous êtes en charge de la professionnalisation des offices de tourisme et référent des territoires NOT chez la Mona. Et vous avez travaillé sur ce projet. Donc, d'après vous, en fait, comment l'habitant peut être intégré dans la stratégie touristique du territoire? Vaste question. Au vu du timing qui va être restreint, je vais essayer d'être le plus succinct, mais pertinent possible pour l'auditoire. En tout cas, merci à nouveau pour l'invitation. Donc, au niveau de l'habitant, ce qu'il faut, c'est vrai qu'on a travaillé au niveau de la MONA, au niveau de la Fédération régionale des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, sur cette question-là, il y a quelques années. La première chose, c'est effectivement que les 4 piliers du secteur économique touristique sont impactés par l'habitant. L'habitant joue un rôle incontournable, aussi bien dans l'hébergement que les activités, que la restauration et que le transport. Ça, c'est vraiment le point de départ. Alors, je vais pas vous dérouler toutes les plateformes en ligne qui existent, aussi bien des plateformes à vocation marchande, Airbnb entre autres, mais voilà, on ne va pas leur faire de promo, et non marchand aussi. Puisqu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'habitant peut, avec l'accélérateur qui est Internet, peut justement être totalement impliqué et finalement offrir une offre de visite, une offre d'hébergement, mais aussi que ce soit marchande ou non marchande. C'est le cas des Greeters où finalement ce sont des habitants qui sont tellement passionnés de leur territoire qu'ils sont prêts à partager le temps d'une balade avec des touristes leur amour, mais voilà, sans côté marchand bien évidemment, mais juste par amour de leur territoire. Donc ça, c'est la première chose. 4 secteurs impactés. On se rend compte, finalement, il y a une étude toute récente de l'INSEE qui a été partagée en novembre. 13% des nuitées en France sont faites chez l'habitant. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'en fait, on se rend compte que ça croît depuis ces dernières années. C'était plus 25% en 2016, et là, on est à plus 19%. Donc en fait, on est vraiment sur une progression importante sur le rôle de l'habitant dans l'offre touristique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport justement à l'ADN commun, c'est-à-dire que ce soit, on parle du Live Like a Local, mais qu'on travaille en office de tourisme, qu'on travaille en tant que professionnel du tourisme, ou qu'on soit habitant, finalement, il y a un ADN commun qui est celui de l'accueil, de l'information et aussi de la promotion. À un moment donné, on est tous promoteurs à notre niveau de notre territoire, à condition que finalement, on soit fier d'être habitant à tel ou tel endroit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et qui légitime le fait qu'on s'est penché sur cette question-là, c'est que finalement, on s'est mis à la place des territoires, des offices de tourisme, des acteurs privés, et on s'est dit, finalement, l'habitant, on peut travailler pour lui, mais on peut aussi travailler avec lui dans cet accueil. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples dans lesquels les habitants jouent pleinement leur rôle d'accueillant, justement? Donc toujours dans cette logique en fait à 2 entrées, donc on a des initiatives de territoire, notamment où l'habitant, on travaille avec lui. Donc je vais vous citer quelques exemples. Notamment on a l'exemple dans le Larzac où en fait voilà, les habitants partagent
on a testé pour vous, finalement. Moi, habitant du Larzac, j'ai testé telle et telle chose qui pourrait intéresser le touriste. On va avoir d'autres initiatives du type le Pays d'Ancenis, l'Office de tourisme, avec ses acteurs privés et ses habitants, a fabriqué, construit la carte touristique, la fameuse carte touristique, avec justement ces pépites du territoire qui sont partagées par les gens qui font le territoire. Évreux aussi, il me semble, il y avait un exemple. Alors là, c'était vraiment sur le côté l'habitant contribue en fait à l'intérêt. Si on va sur le deuxième aspect, où là finalement le territoire, les acteurs vont travailler pour les habitants, là on va avoir effectivement l'exemple d'Évreux. Alors Évreux, c'est l'office de tourisme donc en Normandie, petite ville, finalement qui a fait un virage à 180, c'est-à-dire que l'office de tourisme a décidé, nourri de l'appui d'un cabinet de consultants qui, au départ, la commande c'était établissons notre schéma, notre fameuse schéma de développement touristique et notre stratégie touristique. Et en fait, finalement, ils ont évincé la réflexion et ils se sont dit, nous, notre positionnement, il ne sera pas touristique, il sera orienté habitant. Et donc, l'office de tourisme ne s'appelle plus office de tourisme, même s'ils ont le petit logo quand même à la porte d'entrée, mais il s'appelle comptoir des loisirs, du commerce et du tourisme. Et donc, c'est un lieu à destination des habitants. Parce qu'ils se sont finalement rendus compte aussi, ils ont fait le constat, que la plupart des gens qui passaient les portes de l'office, c'était plus des habitants que des touristes. Et en quoi, justement, l'implication des habitants peut-il améliorer l'accueil des touristes ? Quels bienfaits pour le territoire, en fait? Quels sont les bienfaits pour le territoire du fait que les habitants s'impliquent en fait, sur l'accueil des touristes? Je pense qu'il faut le voir à 3 niveaux. Côté élu, côté prestataire, acteur privé, puis côté office de tourisme, je pense. Si on se place d'un point de vue élu, me semble-t-il, je pense que les questions de cadre de vie vont être quelque chose d'important. Et la corrélation entre cadre de vie et aménagement du territoire, où finalement, parce qu'il y a du flux touristique, ça va légitimer peut-être la construction d'aménagements, mais finalement qui vont aussi servir le bien commun des habitants. Je pense que la preuve de la salle aujourd'hui en est une illustration parfaite, finalement, avec tout l'attrait autour du festival notamment, et finalement avec toute cette vocation du territoire à mettre à l'honneur les arts, la culture et la musique. Donc ça, c'est un point important. Côté prestataire, je pense que on est toujours à 2 niveaux, c'est-à-dire moi je suis prestataire, donc j'ai décidé de finalement avoir une activité à un endroit donné. Finalement, permettez-moi aussi de contribuer à imaginer la destination de demain ou le territoire de demain. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par rapport au fait, est-ce que moi, prestataire, dans mon offre touristique, quand je m'adresse aux clientèles, est-ce que je pense aussi aux habitants? Est-ce que je leur donne aussi envie, je leur fais des attentions particulières? Et enfin, côté office de tourisme, c'est peut-être finalement arrêter de se voiler la face, en fait. Dans pas mal d'endroits, c'est peut-être se dire finalement l'habitant c'est peut-être ma priorité, et l'exemple d'Évreux en est un exemple significatif, mais je pense que c'est aussi savoir pour qui on travaille aussi, quoi. Peut-être aussi que les habitants ne subissent pas mais choisissent en fait d'accueillir les touristes, ce qui peut éviter des accueils comme dans certaines grandes villes, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Merci. Pardon, on pourrait répondre aux questions peut-être tout à l'heure. Monsieur Hervé Lagarde, vous êtes le président de l'association Les Amis de l'Ostréa, créée en 2016. Donc l'Ostréa est une monnaie locale circulant sur le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les communes limitrophes. Cette monnaie citoyenne a pour objectif de créer du lien entre les producteurs, les artisans et les consommateurs autour d'un ensemble de valeurs, respect de l'homme, de la nature, mieux vivre ensemble et de la transparence. Donc vous avez décidé d'ouvrir cette monnaie à la clientèle touristique en proposant une adhésion symbolique de 1 € et vous avez également créé un circuit touristique sur le bassin d'Arcachon. Donc quels sont les avantages pour les touristes de payer avec une monnaie locale plutôt qu'en euros? Oui, alors on a mis en place effectivement un circuit de découverte de l'activité locale
on a mis ça en place avec une association de professionnels de tourisme qui s'appelle Refol. Et ce qui permet donc aux touristes de découvrir des gens qui font partie déjà d'un circuit, qui font partie d'une association autour de certaines valeurs. Donc vous l'avez rappelé, protection de l'environnement, circuit court, développement local, etc. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec ce qui a été présenté, le touriste, lorsqu'il vient dans nos territoires, fait une pause dans son activité, et souvent il va passer d'une activité un peu trépidante à une activité un peu plus calme, où il va pouvoir se poser des questions, regarder ce qui se passe autour de lui, et peut-être faire l'expérience d'une monnaie locale complémentaire à cette occasion-là. Donc ça lui permet aussi de ne pas se déconnecter totalement de la population, mais de rentrer effectivement par le biais d'un réseau déjà existant, de rentrer dans la population, dans la vie locale. C'est une immersion vraiment dans la vie locale. C'est une expérience finalement que peut vivre le touriste, vu que c'est ce qu'il recherche un petit peu. Oui, c'est ça, c'est une expérience. Et il ne vient pas seulement voir un environnement, il vient voir aussi les gens et les citoyens qui sont sur place. Très bien. Et où peut-on la procurer le touriste, quand il arrive, il va où pour se procurer cette monnaie? Là, on a déjà mis en place avec certains professionnels du tourisme, des hébergeurs, on a mis en place un système où le touriste peut acheter une enveloppe de 20 ostréas. Alors, un ostréa, c'est égal à 1 euro. Il peut acheter une enveloppe de 20 ostréas. Et chez l'habitant chez le professionnel. Et on lui remet à cette occasion-là un petit fascicule où il peut voir là où il peut dépenser ses ostréas, c'est-à-dire le fascicule qui lui présente le réseau des prestataires ostréas. Et vous avez combien de professionnels justement qui adhèrent à ce projet? Aujourd'hui, on couvre un territoire qui couvre Bassin-Arcachon et Val-de-Lèvres, et on a aujourd'hui 110 prestataires touristiques. Pas tous touristiques. Donc on a des gens de professionnels de santé, on a des artisans, on a des commerçants, on a aussi des gens qui sont vraiment sur le tourisme, des loueurs de vélos, des gens qui font des promenades, des randonnées, etc. Donc non seulement il peut voir effectivement les professionnels de tourisme, mais il peut voir aussi la vie locale telle qu'elle se déroule. Donc, finalement, c'est peut-être aussi une manière de mieux faire accepter les touristes aux habitants, puisque là c'est choisi pour eux. Oui, c'est-à-dire là ça sélectionne entre guillemets des touristes qui sont intéressés par la vie locale. C'est pas seulement des consommateurs d'environnement ou de forêt, mais c'est aussi savoir ce qui se passe à l'intérieur comme activité locale. Merci Hervé. Donc là nous avons parlé des habitants, des touristes, mais qu'en est-il des salariés? Comment peut-on impliquer ces salariés pour qu'ils se sentent acteurs de l'accueil sur leur territoire? Benjamin Souvira, vous êtes responsable d'un camping et consultant pour la mise en place de l'écolabel européen. Est-ce qu'un label écologique peut contribuer à impliquer ses salariés? Alors oui, évidemment. Je vais en parler au titre de plusieurs exemples. Alors avant tout, je tenais à m'excuser. Je me suis séparé de ma voix hier soir. Ça a été douloureux, mais on ne s'est toujours pas réconcilié ce matin. Donc je vais essayer de parler le plus près possible du micro. J'ai effectivement la chance d'avoir un établissement qui a un fonctionnement, comme beaucoup d'entre vous, assez exceptionnel, avec une équipe permanente qui est multipliée par 5, voire par 10 l'été. Autrement dit, on va être contraint, de par notre activité, à intégrer un certain nombre de nouveaux venus tous les étés, et intégrer ces gens, ces nouveaux salariés, pour la plupart, il faut bien l'avouer, des jeunes, qui n'ont... On a beau le dire, certains ont une conscience environnementale, mais la conscience environnementale chez ces jeunes, quand on le voit, enfin, je ne suis pas spécialement vieux non plus, mais la conscience environnementale, elle est très théorique, et souvent ils ont du mal à passer le cap, y compris dans leur vie personnelle, pour la mettre en pratique et la faire vivre, cette conscience environnementale. Donc quand on accueille une quarantaine de saisonniers, comme c'est mon cas tous les ans, on accueille des gens qui ont entendu parler de plein de choses intéressantes, qui ont entendu dire qu'il fallait faire du tri sélectif, qui ont entendu dire comment on économisait de l'eau, comment on économisait de l'électricité, mais qui finalement n'ont jamais sauté le cap. Et quand on a la chance de travailler sur un label environnemental,
on va être, je vais être entre guillemets obligé de les droguer avec ce label environnemental et à leur faire comprendre que cette démarche environnementale, elle va se passer au quotidien. Ces jeunes, ils viennent pour la plupart de notre bassin d'activité. Moi, mon rôle en tant qu'employeur, avant tout, c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux dans mon entreprise. Et pour qu'ils soient heureux, il faut créer une dynamique. Et cet outil, qui est l'écolabel européen pour moi, mais qui peut être un label environnemental, qui peut en être d'autres, va leur permettre de se sentir heureux, intégrés et impliqués dans l'entreprise. La conséquence, c'est que, certes, je renouvelle des saisonniers d'année en année, mais je crée aussi une espèce de confiance avec eux qui fait que je les intègre dans mon entreprise, je crée un feeling, je crée quelque chose, je crée un lien dès le premier jour, dès le premier rendez-vous d'intégration qu'on va faire avec eux. On crée un lien très fort en leur disant, voilà, chez nous, on a une vocation environnementale, on va essayer de vous en donner un petit peu, avec pour arrière-pensée, peut-être que vous en rameniez un petit peu à la maison. Parce que finalement, ils en ont entendu parler, c'est ce que disait tout à l'heure Luc Masuel, ils en ont entendu parler de cette démarche environnementale. Mais certains, au moment où on va passer à l'acte, ils n'ont pas encore le réflexe de l'acte. Parce que c'est coûteux, ou du moins dans l'image, ça peut être coûteux, parce que ça demande des efforts. Et nous, ce qu'on va essayer de leur dire, c'est que cet effort, il est naturel. Je vous donne un exemple. Tiens, je suis venu aujourd'hui avec une de mes collaboratrices. Je lui ai donné le défi à Marina au 15 août. Je lui ai dit, écoute Marina, on a un camping qui est écolabel européen, on a un deuxième site qu'on exploite à côté qui ne l'est pas, écolabel européen. Tu as 1 mois pour me mettre un écolabel européen. Elle m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit, t'es complètement fou. Oui, ça, elle le savait de toute façon. Elle a mis 1 mois et demi pour le mettre en œuvre. On a été certifié, on a eu le certificat et ça y est, c'est fait. Elle n'était pas spécialiste de l'écolabel européen avant. Elle était a fortiori pas forcément dans la qualité. Par contre, de par le parcours de formation qu'elle a pu recevoir dans l'entreprise, de par les apports de l'entreprise à l'égard de ses salariés, aujourd'hui, on peut se dire que mettre un écolabel en 1 mois, c'est faisable par quelqu'un qui était non initié, à condition d'être un tout petit peu coaché par l'entreprise. Ces salariés-là, derrière, ils vivent le territoire. Et je rebondis sur ce qui a été dit avant. Ces salariés que moi j'embauche, ce sont majoritairement des jeunes qui sont issus du territoire ou du proche environnement territorial. Donc on a la prétention, c'est peut-être une grande prétention, de dire que les toutes petites actions qu'ils vont mettre en place chez nous, peut-être qu'ils vont un tout petit peu transpirer dans leur vie quotidienne et qu'ils vont un tout petit peu transpirer dans leur quotidien et dans les actions territoriales. Je ne vais pas durer longtemps, je vais juste vous citer un exemple que je cite beaucoup quand j'ai l'occasion d'intervenir. C'est un exemple personnel, mais qui va vous parler tout de suite à toutes et à tous. Quand vous prenez la douche à la maison, toutes et tous, et c'est ce que je dis à mes salariés aussi, quand vous prenez la douche à la maison, savez-vous combien de litres d'eau sortent à la maison de votre douche? Pour la plupart d'entre vous, vous ne le savez pas. Pour la plupart de mes salariés, ils ne le savent pas. Ma femme ne le savait pas. Sauf que ma femme, un jour, je lui ai fait la démo et j'ai mis un entonnoir, j'ai mis une bouteille, je lui ai dit, tiens, regarde, en 1 minute, il y a 18 litres d'eau qui sortent. Tu t'imagines 18 litres d'eau qui sortent en 1 minute de ta douche. Alors je lui ai changé la douche, j'ai acheté un truc écono dans un grand magasin de bricolage. Et je fais la même démo avec mes salariés. Évidemment, ça ne lui allait pas. Parce qu'elle savait que c'était économique, écologique, donc elle a dit, ah non, ta douche, elle est nulle. Effectivement, c'est normal. Donc j'ai remis l'ancienne douche. Puis elle était contente. Ça fait 2 ans qu'elle est contente. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand j'ai remis l'ancienne douche, j'ai mis une éco-pastille derrière. Donc aujourd'hui, ma douche, elle crache 9 litres par minute. C'est-à-dire que j'ai divisé ma consommation d'eau par 2. Cette division par 2, je termine juste sur ce chiffre-là, c'est de 500. En l'espace de 10 ans sur le camping, c'est 520 camions-citernes d'eau économisés. Ça fait un joli bouchon entre Bordeaux et Bayonne. Cette économie d'électricité, c'est une année d'électricité gratuite tous les 8 ans. Et l'économie en termes de déchets, c'est le poids de 3 Airbus à 320 en l'espace de 8 ans. Un Airbus à 320, c'est celui qui permet d'aller de Bordeaux à Paris, par exemple. Vous imaginez que ces grosses machines en déchets, j'en ai économisé 3. Juste ces chiffres, mes salariés sont convaincus et ils reviennent. Et est-ce que vous avez pu constater que l'implication des salariés se retranscrit justement sur la satisfaction des clients? Évidemment, puisque quelque part, nous, on va droguer nos salariés.
vous me passerez l'expression, mais c'est comme ça que je le ressens. On va droguer nos salariés et l'objectif derrière, c'est que nos clients le ressentent. Et les clients le ressentent. Et on parlait tout à l'heure de ces grands réseaux qui permettent de déposer des avis. Alors on peut en penser beaucoup de bien ou beaucoup de mal, mais quelque part, quand on se dit que on va en penser beaucoup de mal, ça veut dire que les insatisfaits chroniques, on les aura toujours. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. On aura toujours 15 à 20% de nos clients qui ne seront pas pleinement satisfaits de la prestation. Par contre, l'objectif, c'est que les 80% qui restent, non seulement ils disent du bien, mais ils disent du bien intelligemment. C'est-à-dire que si non seulement ils peuvent dire du bien de nous, mais en plus ils peuvent l'illustrer par des exemples concrets en disant, bon, souvent ce qu'ils voient c'est le tri des déchets parce que c'est le plus visible, mais quand on leur explique un petit peu et quand on discute, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on prend le temps de discuter avec le client, mais oui c'est vrai, et quand on discute avec le client, qu'on cherche à lui expliquer, ils disent ah ouais on peut faire tout ça, vous faites tout ça et on ne le voit pas. Et on peut même leur dire oui, et en plus de ça, vous pouvez le faire à la maison, et en plus de ça, pour vous, c'est vertueux, et en plus de ça, chose hyper importante, en plus de ça, vous allez gagner de l'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on investit, le cas de l'éco-pastille que j'ai mis à la douche à la maison, 1,50 €. 1,50 €, ça divise ma consommation d'eau par 2. Ce n'est pas un gilet jaune qui va se plaindre de ça. Belle transition. Merci. Elle était facile. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des expériences à partager ? Bonjour. Tout à l'heure, Monsieur Rimbaud, vous avez expliqué l'augmentation de l'allocation des particuliers. Est-ce que vous pensez que c'est des particuliers majoritairement, réellement des particuliers, ou dans ce taux d'occupation, il y a les chiffres parisiens avec de l'allocation un peu à vide à l'année, enfin Airbnb derrière. Et est-ce que vous pensez vraiment que c'est majoritairement des particuliers ou il y a un phénomène de spéculation et de propriétaires un peu privés et professionnels ? Je vais être honnête. Je pense que le mieux sera d'éplucher et de scruter en fait les résultats de l'étude de l'INSEE, puisqu'elle vient juste de paraître en fait il y a quelques jours. Tout ce que je peux dire, c'est surtout pour, je l'ai vu passer en fait comme beaucoup d'informations, hein, l'infobésité, tout le monde la connaît. Donc en fait, j'ai pas été plus loin dans l'analyse en fait de ça, mais par rapport au sujet de la table ronde, sur le fait que c'est surtout pour appuyer, ça vient appuyer notamment un constat qui fait que l'habitant, mais que ce soit dans l'hébergement ou dans tous les secteurs qui sont les piliers en fait du tourisme, joue un rôle en fait de plus en plus important du fait que ça devient facile maintenant et très facile de créer un compte sur une plateforme et puis de louer son bateau particulier ou alors d'ouvrir grand la porte de chez soi pour partager en fait un repas avec des touristes ou en tout cas des gens qui veulent passer un moment privilégié avec un habitant. Voilà, je pense que là-dessus je pourrais pas répondre et je vais pas essayer de biaiser la question. Je pense que le plus simple sera peut-être de se rapprocher de cette étude qui est en ligne sur le site de l'INSEE en fait, et qui vient de paraître en fait, il y a quelques jours. Voilà. Mais je vais vraiment être honnête. Bonjour, Philippe, je suis hébergeur en Sud-Gironde, donc ma question s'adresse à Monsieur Lagarde. Nous ne sommes pas concernés par l'Ostréa, mais par la miel, qui est la monnaie locale qui va de Libourne à Capsieux. Est-il possible d'avoir des ponts entre l'Ostréa et la miel, c'est-à-dire que moi, en voyant, je suis aussi comptoir d'échange, c'est-à-dire je peux donner des miels à mes clients. Donc, est-il possible que les clients miel puissent payer également les prestataires Ostréa sur le bassin d'Arcachon? Et deuxième question, quel rôle peuvent avoir les institutionnels dans le développement de ces monnaies locales qui permettent un développement territorial, dans le sens, est-ce que par exemple la taxe de séjour pourrait être payée en miel? Est-ce que des institutionnels type ESAT, qui peuvent être nos fournisseurs, pourraient accepter les miels, puisque les prestataires, les commerçants acceptant la miel doivent bien trouver également des moyens de remettre ces miels dans le circuit, voire les mairies qui pourraient donner une partie de certaines primes de Noël à leurs salariés, ou voir les ESAT sur leurs patients, entre guillemets, remettre cet argent-là, ce qui permet de fixer localement une forme de richesse.
Oui, alors la première partie de votre question, c'est-à-dire le lien entre les différentes monnaies locales. Effectivement, au mois de septembre, on a signé une convention avec la Miel qui permettra donc de se servir des ostréas sur le territoire de la Miel, et des gens qui utilisent la Miel pourront se servir de la Miel pour leurs dépenses sur le bassin d'Arcachon et de Valle de l'Aire. Cette convention donc a été signée. Maintenant, il reste à la déployer, c'est-à-dire à avoir chaque professionnel, chaque partenaire pour lui expliquer et qu'il puisse faire cette utilisation, c'est-à-dire que vous puissiez accepter les ostréas et qu'ici, on puisse accepter les miels, avec une chambre de compensation entre nous qui permettra effectivement de rééchanger ensuite d'un territoire à l'autre. C'était quasiment obligatoire de faire cette convention parce qu'on a un lien proche. Ici, lorsqu'on parle de tourisme, on a vu tout à l'heure que M. Lagrave nous a rappelé que les touristes qui viennent ici sont pour beaucoup des tourismes locaux, entre guillemets. Donc beaucoup de Bordelais qui vont venir ici sur le territoire. Et ça serait pas mal qu'ils puissent utiliser leur monnaie locale, s'ils utilisent déjà chez eux, ici pendant leur congé ou pendant leurs vacances. Pour la deuxième partie de notre question, c'est-à-dire l'utilisation des monnaies locales par les administrations ou les collectivités locales, il y a eu des tentatives qui ont été faites, notamment la plus célèbre, ça a été faite par Bayonne. Ils ont une monnaie locale qui s'appelle l'Eusko, qui est une monnaie locale qui porte beaucoup l'identité basque. Et la mairie de Bayonne, effectivement, avait tenté d'utiliser cette monnaie locale. Il y a eu un procès parce que le préfet n'était pas tout à fait d'accord. Apparemment, le droit à la municipalité d'utiliser la monnaie locale a été reconnu. Et il y a une circulaire qui est en cours qui permet effectivement aux collectivités locales d'utiliser les monnaies locales. Alors ça peut être effectivement dans les primes, dans l'aide par des CCAS ou par différents moyens. Ça peut être aussi les collectivités locales qui acceptent les monnaies locales par l'intermédiaire des cantines ou des prestations qu'elles peuvent offrir aux citoyens. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait résolu, mais qui est en pourparlers, qui est en cours d'être discuté. Oui. Merci. Moi, je voudrais signaler quelque chose. Oui. Voilà, nous sommes Gîte Panda, donc ça fait 25 ans que nous sommes dans l'écotourisme, donc on sait un petit peu de quoi on parle. Et je voudrais parler, moi, par rapport à l'écolabel, qui est quelque chose d'extrêmement séduisant, mais malheureusement qui ne peut convenir qu'à des grandes structures. C'est excessivement onéreux que de participer à l'écolabel. Et c'est très dommage. C'est très dommage parce que je pense que même les petites structures qui accueillent des personnes qui ont 1, 2 ou 3 chambres d'hôtes, on est moteur aussi, on est actif dans cette transmission d'hébergement écologique, mais on ne peut pas y adhérer parce que c'est excessivement onéreux. Alors, je vais répondre même si je n'ai pas à répondre, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas certificateur, puisque le certificateur en France, c'est l'AFNOR sous l'égide de l'ADEME et du ministère du Développement durable. Juste deux remarques à ça. On peut faire référence au côté onéreux de l'écolabel pour les petites structures en référence avec ce qui se passait il y a 5-10 ans, et c'est un grand débat, y compris pour nous au sein des écolabellisés. Il y a encore 5 ans, les petites structures, l'AFNOR avait reconnu entre guillemets un droit pour ces petites structures à ne pas être inspectées et à simplement obtenir l'écolabel sur la base d'un dossier. Ce qui avait pour conséquence pour les petites structures d'être extrêmement accessible, puisqu'il n'y avait qu'un petit dossier, un beau dossier, ceci dit, à remettre, et un petit droit d'usage modeste pour les petites structures à régler. J'ai eu la chance de participer aux travaux au niveau européen quant à la réforme de cet écolabel européen, et j'ai personnellement tenté en tant que grosse structure de faire approuver par la Commission européenne les pratiques de l'AFNOR en la matière. Il se trouve que je n'ai surtout pas dit que l'AFNOR le faisait, puisque cette opération-là était faite sur une initiative de l'AFNOR et était complètement illégale au regard du droit européen. Pourquoi ? Parce que de la même façon qu'une petite structure pourrait dire « moi, j'ai pas les moyens d'avoir un audit et j'ai pas les moyens d'accueillir cet auditeur et de le payer, parce que c'est un savoir-faire qu'on rémunère, évidemment », les grosses structures diraient, au nom du droit européen, c'est tout petit peu technique, pourquoi moi, grosse structure, au nom du seul fait que j'ai un tout petit peu plus d'argent, je devrais avoir à payer un audit extrêmement onéreux. Pour information, moi,
un audit sur ma structure, c'est 2 jours complets d'un auditeur, rien que sur site, avec les salariés que ça mobilise, etc., etc. Alors oui, je comprends effectivement la notion du coût, et j'ai dans mon territoire, dans le Seignan-X, j'ai mon directeur d'office de tourisme au 2e rang qui pourra en parler. On a 4 petites structures, 5, 4 petites structures qui ont été tour à tour écolabel européen. On est aujourd'hui un des territoires qui présente la proportion de lits écolabellisés la plus importante. Et ces petites structures, aujourd'hui, elles ont gardé les réflexes de l'écolabel européen, mais elles en sont sorties. En soi, comme vous le dites, vous êtes acteur et actrice de l'écotourisme, et c'est peut-être ça l'essentiel. L'essentiel, et pour revenir sur le sujet de la table ronde, c'est le petit message et la drogue que vous donnez aux clients qui viennent chez vous et au bon message que vous portez. Après, un label, il y en existe, et les Gîtes Panda, je pense que c'est un label tout à fait honnête et qui est au contraire très adapté. Mais de la même façon qu'il existe des labels très divers dans plein de domaines, il existe des labels qui sont effectivement, comme vous le soulignez, un petit peu plus orientés grosse structure et des labels un petit peu plus orientés plus petite structure. Pour autant, les deux parlent aux consommateurs. Et aujourd'hui, quand il y a des études à ce sujet, et s'il y a des universitaires dans la salle, ils pourront le confirmer, aujourd'hui, en notoriété, un Gîte Panda a une notoriété plus forte qu'un écolabel européen. Donc, Gîte Panda, je sais, ouais, il y en a plus beaucoup en tous les cas. Je ne sais pas si vous êtes le seul. Voilà, alors chiffre national, je ne les ai pas, mais effectivement. J'ai une question, parce que je sais que dans certaines régions, il y a des aides justement pour les structures qui veulent aller vers l'écolabel européen, de l'ADEME ou de la région. Est-ce que sur votre territoire, il y a des aides ? Alors nous, sur le nôtre, oui. Je ne sais pas si Laurent Beausoumbre peut m'aider à ce sujet éventuellement. Peut-être. Laurent, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? J'avoue que je ne suis pas pleinement au courant. Et Laurent, mais Laurent va répondre. Alors, il y a des aides au pré-diagnostic, parce que, comme Benjamin l'a évoqué, nous, ce qui nous intéresse dans la démarche, c'est de convaincre les gens de l'intérêt d'aller là-dessus. Donc, on aide à amortir un petit peu l'audit final en le préparant avec un prestataire qui va vraiment éplucher la grille pour vraiment préparer le prestataire à être prêt au diagnostic final. Donc ça, on l'accompagne. Et effectivement, après, le choix d'aller ou pas sur l'écolabel ou sur un autre label, c'est le choix de l'opérateur qui souhaite passer le diagnostic final. Mais nous, on ne l'accompagne pas financièrement, en région en tout cas. C'est un choix parce qu'on ne souhaite pas que ça fasse un appel d'air et d'avoir finalement des opérateurs qui partent sur l'écolabel parce que c'est aidé et finalement ne sont pas réellement convaincus. Et qui, finalement, au moment où va se passer l'audit de révision, vont dire bah non, ça, c'est pas aidé, donc du coup, j'arrête. Et ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de faire un appel d'air. Donc on préfère, effectivement, avoir des gens qui les préparer, les accompagner à cet intérêt-là. Nous, si on l'accompagne, on est convaincus aussi. Mais après, le choix de communication, finalement, ou marketing, de se dire on va jusqu'à l'écolabellisation, on laisse le choix complet à l'opérateur. Puis comme tu dis, l'intérêt, il est sur les gestes, il est sur la mise en œuvre, il n'est pas forcément que sur le label, puisqu'on a un message envers les habitants, les consommateurs et les salariés à faire passer, effectivement. Et si je peux juste rajouter aussi une chose qui me vient en écoutant Laurent, c'est vous avez la chance au niveau du parc d'avoir été retenu dans le cadre du NOT, enfin du dispositif régional qui accompagne quand même les territoires sur 5 ans, notamment sur l'axe professionnalisation. La professionnalisation, c'est quoi ? C'est de travailler ensemble, acteurs privés, acteurs publics, sur des thématiques communes. Le durable étant finalement l'axe prioritaire chez vous. Ça peut justement, toute cette opération et ces groupes de travail, ces journées de sensibilisation sur comment dans mon quotidien je mets en place des éco-gestes et je les partage en interne aussi bien à mes équipes qui ont en charge le ménage, à ceux qui entretiennent les espaces verts, d'essayer peut-être d'amorcer un chantier et puis après finalement de laisser le libre choix aux prestataires d'enclencher ou pas la démarche de labellisation. Mais finalement le gros du boulot est fait. Merci. J'ai juste un tout dernier mot et je regarde encore mon directeur d'office de tourisme qui me fait des grands clins d'œil, qui me dit aujourd'hui les hébergeurs qui ont mis en place l'écolabel, les petits qui ont mis en place sur mon territoire et qui l'ont abandonné, au regard de la collectivité avec un grand C, aujourd'hui ont la même vision positive de la part de la collectivité que ceux qui l'ont encore. Autrement dit, il y a quand même cet écho à un moment donné, il y a eu un appel d'air, on l'a abandonné, mais il y a quand même la dynamique positive de la part de la collectivité.
Merci à tous les trois. On va maintenant passer à la troisième table ronde.